Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo du cabinet Landau Associés. Et là, un peu plus dans la longueur que d'habitude, on va faire le point sur un sujet qui préoccupe de nombreuses communes, le régime juridique des chemins ruraux. Dans vos communes, vous avez des voies communales, et là on est en domaine public, avec toutes les protections du domaine public. On ne peut pas se faire voler son chemin par prescription acquisitive au bout de 30 ans, et tous les engagements du domaine public. Plus d'obligations d'entretien, un régime beaucoup plus protecteur, mais aussi assez exigeant sur un grand nombre de choses en termes d'entretien, etc. De l'autre côté, j'ai des cas où la commune est comme un propriétaire privé normal. Quand la commune a juste un champ, elle peut le donner en bail rural comme n'importe quel propriétaire foncier. Eh bien, si j'ai un tout petit bout là de chemin qui en fait ne fait que desservir ce champ, j'aurai un chemin de desserte ou d'exploitation, il y a plusieurs termes utilisés, y compris dans différents codes, mais dans tous les cas, je suis un propriétaire privé comme les autres, je peux vendre ce chemin, etc. Et puis entre les deux, j'ai un régime hybride. Et comme tous les régimes juridiquement hybrides, ils posent plein de problèmes parce qu'il y a des morceaux de droit public et des morceaux de droit privé. C'est très dur, y compris pour les praticiens, d'être à l'aise parce que c'est un régime mixte. Et ce régime mixte, c'est le chemin rural. C'est du domaine privé, comme pour les petites parcelles, comme les champs que j'évoquais tout à l'heure. Donc du coup, par exemple, il peut y avoir prescription acquisitive de quelqu'un, des voisins qui, sillon après sillon, me bouffent mon chemin, qui peuvent prétendre que c'est de bonne foi. Au bout de 30 ans, c'est à eux, sauf à prouver qu'ils étaient de mauvaise foi à un titre ou à un autre. Mais en même temps, il y a des vrais morceaux de droit public dedans. Je peux pas le créer comme je veux, je peux pas le vendre comme je veux, je ne peux pas faire d'échange de parcelles, mais le droit pourrait changer sur ce point, etc. Donc on est sur un régime mixte. J'ai donc bien dans ma voirie communale les voies communales, les chemins ruraux et les autres chemins privés, avec un tableau que je vous ai mis ici qui, en très schématique, présente ces trois régimes différents. Focalisons-nous d'abord sur les chemins ruraux, mais en regardant quelques problèmes de vocabulaire tout d'abord. On nous dit là parfois, non mais c'est un chemin communal. C'est une expression fréquente, juridiquement ça ne veut rien dire, ça n'est même pas dans toutes les régions de présomption comme quoi on est propriétaire, parce qu'il arrive que ce soit utilisé dans un sens encore plus large. Chemin agricole, un chemin agricole en général, ça indique que c'est un simple chemin d'exploitation, mais pas toujours. Chemin vicinal, l'expression juridiquement n'existe plus depuis 1959, et là aussi ne sera qu'une présomption. Un élément sur ces questions de présomption. Je peux avoir parfois des actes qui ont une force juridique probatoire assez élevée. Un acte notarié. Quoique, si j'ai l'acte notarié du voisin de votre chemin qui dit que ça inclut le chemin, mais que j'ai l'acte notarié de la parcelle d'à côté qui dit l'inverse, il se neutralise. Vos délibérations, y compris des actes de classement, pourront être des actes qui ont une force juridique assez forte. Ils n'ont pas été attaqués, tout ça. Sauf que parfois, les classements de vos voiries ou des classements de chemins ruraux ou les créations de chemins ruraux remontent il y a 20, 30, 50 ans. Voilà. On parle parfois de servitude ou chemin de servitude. En général, c'est que quelqu'un a utilisé un chemin pour faire une servitude de passage, pour rejoindre sa parcelle enclavée. Mais si c'est la commune qui rejoint une parcelle enclavée, ça ne sera pas un chemin rural, puisque par définition, elle traverse le terrain d'autrui. Elle n'est pas propriétaire. Chemin rural, il faut être propriétaire, plus l'affectation au public et l'absence de classement. Parfois, c'est la commune qui laisse passer des gens sur son terrain parce qu'il y a une servitude de passage, et puis petit à petit, ça devient un chemin utilisé par le public, et là, on peut glisser vers le chemin rural dans certains cas. Il y a plein d'autres éléments à voir. Pensez aux archives de la commune, mais aussi aux archives des associations foncières de remembrement, les archives qui ont été faites lors d'opérations d'aménagement, etc. Pensez aussi à regarder la base dite Fantoire, dont voici les références, et qui est très utile pour avoir la liste, c'est en open data, de tous les voies de communication qui existent, à alimenter régulièrement, sinon vous aurez des problèmes, notamment quand des gens vont utiliser leur GPS dans votre commune. Il y a dans les différents textes qui existent des ambiguïtés de vocabulaire. En voici quelques-unes et quelques-unes. Mais regardons quand même, surtout les articles 161, 162.1 du Code rural et de la pêche maritime, qui fixe en gros les définitions utilisées, même si vous avez parfois, notamment dans le code de la voirie routière, des formulations très légèrement différentes. Et on a bien là un chemin rural, c'est pas un chemin santé exploitation qui va servir uniquement pour divers fonds ou exploitations, et on est bien sur quelque chose qui va être une voie de passage, qui appartient aux communes, donc affectée à l'usage du public, et qui n'est pas classée en voie communale. Le terme de voie de passage est celui d'un autre article du code. Donc, on a évidemment des chemins ruraux qui sont une des catégories juridiques
de toutes les propriétés publiques, donc avec un régime, je le disais, mixte, et qui donc ne sont pas des régimes de la dominalité publique pour lesquels voici quelques rappels. Donc, si je résume, chemin rural, ça appartient à la commune, qui l'a acheté, exproprié, préempté, qui l'a toujours eu de toute éternité, mais qui en est propriétaire, ou qui l'a récupéré elle-même par prescription trentenaire, si au bout de 30 ans j'ai utilisé ce truc-là en pensant que de bonne foi que ce chemin, ces parcelles-là m'étaient en propriété et que je les ai utilisées. Affecté à l'usage du public, donc l'usage du public, on verra tout à l'heure que bien sûr c'est le hameau isolé, une école, un cimetière, une église, un lieu de promenade, mais le juge a même étendu ceci par exemple à des trajets usuels pour la chasse, etc. Et puis il ne faut pas que ça soit classé en voie communale bien sûr, sinon on change de catégorie juridique. Alors on va me dire, ouais mais moi c'est encore plus différent, moi c'est une voie verte. Alors si c'est ça, peu importe. Une voie verte, c'est une... Alors, si je dis labellisation, il y a moitié de juristes qui vont dire que c'est pas vraiment une labellisation. En réalité, c'est une forme de labellisation, donc qui est une nouvelle catégorie qui ne change rien par ailleurs au classement de votre voirie en voie communale ou chemin rural, bien sûr. Par contre, si c'est une voie verte, ça sera une présomption comme quoi c'est bien utilisé, puisque je l'ai classé et affecté comme tel. Attention par contre, si vous faites une voie verte, et notamment si vous faites des circulations douces pour vélo ou autres engins de circulation douce, faites attention parce que là, le choix entre voie communale et chemin rural ne va pas être anodin. Si je suis un chemin rural, je fais ce que je veux. Et puis je peux faire un chemin, une piste cyclable qui s'éloigne du chemin, c'est pas un problème. En revanche, regardez cet arrêt du Conseil d'État du 30 novembre 2020. Si je suis en voie communale, m'éloigner de la bande de roulage, m'éloigner donc de la chaussée, risque d'être illégal. La voie verte en voie communale devant épouser d'assez près, à voir au cas par cas, hein, donc le tracé de la route elle-même. Est-ce que le classement fait la dominalité ? Non. Il faut d'abord que l'on soit affecté à l'usage de la vie publique et qu'on soit classé pour être voie communale. Donc parfois il y a des gens qui croient, parce qu'une route est très empruntée, que c'est une voie communale, alors que non, ça reste un chemin rural, ça n'a jamais été classé. Voilà, ça arrive. Sauf que pour savoir si ça a été classé ou pas, il y a un travail d'archéologie archivistique qui peut être assez lourd à faire, c'est comme ça. Et puis là où on a un contentieux abondant et subtil, c'est sur la frontière entre les chemins ruraux et les chemins ou sentiers d'exploitation, ou chemins de desserte. Il y a beaucoup de cas où on se dit, mais c'est un chemin rural ou finalement plus personne l'utilise et c'est un simple chemin de desserte. Les frontières pouvant être nettes, un peu en termes d'obligation d'entretien, quoique, on verra ça tout à l'heure, beaucoup en termes de règles de financement, de possibilité de vendre le chemin sans déclassement, possibilité de faire des échanges de parcelles, en termes d'obligation d'entretien, il y a des différences. Il faut se souvenir aussi qu'il y a à combiner tout ceci avec le fait qu'il y a d'autres présomptions, par exemple, le fait que si j'ai deux riverains et que le chemin est au milieu, eh ben, si les actes notariés sont très clairs sur le fait que ça s'arrête au chemin et qu'en plus j'ai ma parcelle cadastrée non numérotée au milieu, etc., évidemment que j'aurai, le cadastre n'étant donc qu'une présomption et l'absence de numéro ou l'indication de chemin n'étant donc une présomption. Si j'ai mes actes notariés qui disent chacun s'arrête au chemin communal et qu'en plus j'ai mon cadastre, il n'y a plus de doute. Mais si le cadastre est pas clair, ou si même le cadastre est clair mais que les actes notariés disent que ça va jusqu'au milieu du chemin, le chemin il est peut-être pas la commune l'utilise depuis de toute éternité, peut-être que ça lui appartient pas. Ou que acte notarié après acte notarié, il y a une prescription acquisitive. Autre possibilité, l'acte notarié est flou, et là, vous aurez vos présomptions d'utilisation, de cadastre, etc. Mais il y aura aussi une présomption comme quoi, par défaut, il y a une propriété des riverains pour le chemin jusqu'au milieu. Donc, dans les cas où les actes sont pas clairs, vous risquez d'avoir plein de présomptions, et là aussi, jouez bien avec les actes notariés. Je peux avoir parfois des cas où on va croire que l'on a un chemin qui serait un chemin rural parce qu'il sera ouvert au public. Ben oui, mais cette présomption des riverains, parfois, pourra l'emporter faute d'autres présomptions, et donc je n'aurai parfois pas de chemin rural, tout simplement parce que, oui, le chemin il est ouvert au public, il est utilisé, mais ça reste bien un chantier d'exploitation, dont parfois la commune n'est même pas propriétaire. Voici un exemple. Autre exemple qui est très intéressant, c'est la CAS CIF 3, 3e CIV du 6 février 2020. J'avais une SCI qui disait toujours « Ouais, mais non, ce chemin il est à moi, ce chemin il est à moi, ce chemin il est à moi ». Le juge a accepté d'estimer qu'en fait, non, c'était bien un chemin rural. Pourquoi ? Sur la partie utilisation du chemin, on a accepté qu'il y avait un usage régulier, notamment par les chasseurs, c'est la règle que j'évoquais tout à l'heure, et d'autre part que la commune avait fait
tout ce qu'il fallait pour entretenir ce chemin, enlever un rocher, s'opposer aux tentatives d'entrave sur le chemin fait par cette fameuse SCI. Et puis pour ce qui est de la partie utilisation, la Cour de cassation a rappelé que c'est pas parce que une voiture ne peut pas y aller que l'on perd la qualité de chemin rural, bien sûr. Mais c'est une question qui en formation m'est souvent posée. Et puis quelques autres éléments, les actes notariés peuvent être interprétés dans un sens ou l'autre, c'était le cas. Et surtout, parmi les d'autres éléments, un élément intéressant, c'est la dame elle réclame la propriété du bien, mais elle n'a jamais fait d'effort pour en payer les impôts. À partir du moment où la Cour de cassation retient ceci comme étant un élément, et que dans les dossiers qu'ont les communes, les gens en permanence réclament la propriété mais pensent jamais à demander à payer la taxe sur le foncier non bâti, là vous avez aussi un élément qui peut servir les dossiers des communes auxquels on ne pense pas toujours à utiliser à bon escient. Autre élément pour savoir si je suis bien sur un chemin rural, et notamment versus les simples sentiers d'exploitation, c'est le fait d'être dans les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée. Si je suis propriétaire et que je suis dans un tel plan, ou en fait d'autres plans de randonnée, je suis labellisé en ceci ou en cela, mais dans les topoguides locaux ou fait par l'Office du tourisme en la randonnée, ça sera une indication, comme d'autres, comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour les chasseurs, etc., de ce que l'on est bien sur un usage du public suffisant à fonder le fait qu'on est en chemin rural. Suffisant à fonder d'ailleurs aussi que je puisse créer le chemin où s'exproprier si je veux créer ce tracé. Évidemment, j'ai des chemins privés ouverts au public, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est un autre régime. Souvent on me dit, oui mais alors, qu'en est-il des autres éléments, notamment de ces notions d'équipement routier? Ça c'est des éléments qui intéressent beaucoup plus les voies publiques que le chemin rural, mais je vous ai mis ici quelques rappels pour que vous les ayez. N'hésitez pas à mettre vos ésineuses en pause. J'ai aussi une autre question, c'est ok, maintenant j'ai fixé la frontière entre voie communale, chemin rural et chemin d'exploitation, notamment avec les chemins d'exploitation, et les cas où je suis propriétaire, ou les cas si je suis pas en chemin rural parce que je suis pas propriétaire. Ok. Si vous le voyez bien, il n'y a pas de réponse facile d'ailleurs dans les dossiers à ces questions, c'est toujours une analyse au cas par cas. Il faut fouiller, et quand je dis fouiller, c'est vraiment fouiller, parce qu'il y a des tas de recherches archivistiques à faire qui nécessitent du temps et un peu d'habileté. Autre élément, est-ce que quand j'ai la propriété de mon chemin, je suis propriétaire jusqu'au sous-sol? Oui, mais il y a des règles particulières pour les régimes sous-vières, donc les canalisations, etc., qui sont un petit peu différentes de celles de la voie communale, d'une part, et puis il y a toute une série de règles sur la coordination des travaux de voirie, sur le cas des caves qui sont sous la voirie, pour lesquelles il y a des règles particulières depuis 1566, mais qui entraînent des applications précises dans le domaine public, avec quelques variantes dans le cas justement des chemins ruraux où il y a des textes un petit peu spécifiques et des règles particulières de prévention et d'action sur les excavations qui peuvent menacer la voirie. Je viens de vous passer toute une série de diapos là rapidement, n'hésitez pas à mettre en pause pour approfondir. Autre élément, jusqu'où va latéralement ma voie communale? Eh bien, pour le domaine public, ça va jusqu'aux biens qui sont indissociables du domaine public, et la jurisprudence même postérieure à des modifications législatives en 96, va jusqu'à inclure, par exemple, le fossé, mais aussi les remblais et les arbres sur les remblais qui sont consécutifs à la voirie, alors même que ça n'allait pas forcément de soi antérieurement. Le problème, c'est que quand on va gérer en chemin rural, on aura des raisonnements un peu différents, mais que le juge tend à transposer par analogie. Il y a aussi des problèmes de frontières, avec les compétences de pluvial, de GEMAPI et autres, qui sont compliqué, mais beaucoup plus compliqué en voie communale qu'en chemins ruraux, bien sûr. Est-ce que je peux vendre ou échanger mon chemin? Eh bien, en gros, après une petite enquête rapide, simple, je peux vendre mon chemin rural à la condition de justifier qu'il ne sert plus à l'usage du public. Je peux pas le vendre si ça reste un lieu de promenade, d'accès, etc. En revanche, je ne peux pas faire d'échange de parcelles quand une de ces parcelles est un chemin rural qui continue à être utilisé comme tel. Alors, le problème est le suivant. Si je fais un échange de parcelles, ça prouve bien que je vends une parcelle et puis j'en remets une autre. Mais comme ça, je peux le faire que si je n'ai plus d'usage du public, j'ai un problème. Soit j'ai plus d'usage du public et je le vends, mais dans ce cas-là, j'ai pas de légitimité à faire un autre tracé. Soit je vais avoir une légitimité à faire un autre tracé, mais dans ce cas, je peux pas avoir vendu mon chemin rural. Donc, aujourd'hui, la seule manière de le faire, c'est
je fais un nouveau chemin rural en justifiant que le tracé va être beaucoup mieux et je mets réellement des équipements, des éléments de point de vue, des trucs pédagogiques. Enfin, je fais en sorte que réellement le nouveau tracé soit mieux. Je désaffecte petit à petit l'autre et une fois que tout le monde aura utilisé l'autre tracé, 1 an, 2 ans après, je peux vendre l'autre parcelle et pour ne pas me faire voir, j'aurais bénéficié d'une promesse d'achat de celui qui sera l'acquéreur de ce qui était autrefois le chemin rural. Si on le fait en décomposant étape par étape, je peux rendre un échange de parcelles illégal, je peux le rendre légal, dans certains cas et avec beaucoup de prudence. Mais c'est un art tout d'exécution. Le Sénat, sur le projet de loi 4D, veut en ce moment même permettre dans certains cas les échanges de parcelles. Attendons de voir si cette réforme législative va jusqu'à son terme ou pas. Si la loi est adoptée, ça sera sans doute en 2022. Et puis évidemment, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, il y a la question de la prescription trentenaire, qui ne s'applique pas quand je suis en voie communale, que je ne peux pas me faire piquer mon bien par prescription trentenaire, car le domaine public est inaliénable et imprescriptible, mais un chemin rural, je peux me le faire grignoter petit à petit, et au bout de 30 ans, je l'ai perdu. Sauf que, il avait été envisagé par le législateur de le rendre imprescriptible, les chemins ruraux. Mais ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Pourquoi? C'était contre la Constitution? Non. Juste parce que ce texte avait été ajouté, l'amendement tant donné, à la fin du débat parlementaire, c'est un cavalier. Bon, donc on n'est pas à l'abri de ce que l'on se retrouve avec un retour, un jour, de l'imprescriptibilité pour les chemins ruraux, ce qui serait, à mon sens, une très bonne réforme. Autre élément, souvent on me dit « Ah ben non, mais le gars il l'utilise depuis 30 ans, malheureusement, c'est à lui, j'ai perdu mon chemin ». Et puis on découvre derrière qu'il y avait par exemple un bail rural, que c'était une exploitation forestière donnée par bail à la commune, etc. Non, si c'est par exemple dans le cadre d'un contrat, vous ne perdez pas votre bien, hein, parce que le co-signataire du contrat ou son héritier ne peut pas prétendre qu'il se croyait propriétaire, puisqu'il en avait signé un contrat. Bon. Mais la commune, souvent, me dit « Ah ben non, mais ça, c'est pas chez moi, ça ». Puis si on découvre qu'en pratique, la commune, en toute bonne foi, de toute éternité, l'utilise, qu'il y a une affectation du public, et que depuis 30 ans, c'est utilisé par la commune, et que j'ai pas de preuves contraires, voilà, on peut avoir très souvent la commune qui aura une résolution de ses problèmes de propriété par le simple fait qu'elle aura elle-même le bénéfice de la prescription trentenaire. Mais que se passe-t-il quand j'ai besoin de dire, non, je suis chez moi, j'aurai des tas d'actions, des actions qu'on appelle pétitoires, possessoires, des actions en bornage, amiable, bornage juridictionnel. Parfois, je vais m'en sortir en classant domaine public. Les solutions contentieuses nécessitent beaucoup de doigté et sont à faire au cas par cas. Si je vais faire une action possessoire, ça veut dire que personne ne conteste que c'est à moi commune, mais que je vais essayer d'en obtenir le rétablissement de l'usage. Action pétitoire, il y a un problème de propriété. Parfois, une action en bornage pourra jouer. Attention, quand vous faites un bornage, souvent il y a des gens qui en profitent, y compris des géomètres experts, en disant on va faire de la rectification de voirie à cette occasion-là. Non, il faut qu'il y ait quand même des actes juridiques avec, hein. Mais qui peuvent être un simple accord sur le bornage via une transaction, mais après qu'on va faire passer par la moulinette des hypothèques, etc. Comment fais-je pour créer mon chemin? Si je veux créer un chemin rural, d'abord, il faut que j'en sois propriétaire. Parce que j'ai déjà la propriété, parce que je le préempte, parce que je l'exproprie, parce que je bénéficie d'une prescription trentenaire. Et ensuite, je vais dire que j'en ai un usage pour l'usage du public. Une petite enquête publique et une délib. Oui, mais attention. Est-ce que du coup, je peux le faire que pour désenclaver une ferme isolée? Non, c'est pas l'usage du public, c'est une seule ferme. Oui, mais en revanche, si je veux faire un nouveau maillage de mes réseaux, et que j'ai un programme global de désenclavement des fermes enclavées. Alors c'est plus une seule. Alors là, oui, le juge a pu, dans certains cas, l'admettre. Donc pour une seule personne, non. Pour une seule personne qui en plus est quelqu'un de la famille du maire, non. Et en plus, attention au risque pénal. Pour plein de gens, oui. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas que je séquence mes délibes petit tracé par petit tracé, mais que je fasse une délibération pour montrer la globalité de ma démarche, pour pouvoir ensuite la défendre devant le juge. Je peux aussi, dans certains cas, avoir une création de chemin rural via des opérations d'aménagement foncier, autrefois par des opérations d'amendement aussi, mais avec des procédures particulières. Et puis parfois, je peux avoir des chemins ruraux créés par déclassement d'une voie publique, mais là, ça pose plein de petits problèmes juridiques pour simplifier. Sur la largeur des chemins ruraux, alors,
le code rural et de la pêche maritime a des formulations très exigeantes. Et nous allons voir que, Dieu merci, sur l'entretien, le juge est peut-être un peu moins exigeant que ce qui peut ressortir des formulations que vous avez là à l'écran. Regardons ces formulations les unes après les autres et tirons-en ensemble des conclusions. Votre chemin rural doit être avec des caractéristiques techniques de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par les lieux, les structures agraires, desservir en quelle heure le territoire et être adapté à la nature et à l'importance des différents courants de dessert des terres et bâtiments d'exploitation. Donc l'usage agricole est très clairement affirmé dès le début de l'article. Je vais le faire avec des caractéristiques homogènes en fonction des dessertes et communications. Ça veut dire que évidemment j'aurai des chemins ruraux qui seront des toutes petites sentes et d'autres qui se ressembleront à des routes, mais comme le code m'impose des caractéristiques homogènes, mettez-vous bien dans une démarche où vous aurez à justifier de vos différences de voirie qui sont pourtant naturelles, communes à tous les territoires, bien sûr, mais il faudra un peu le justifier quand même. Et puis vient ce dernier article qui a quelques inconvénients et un avantage. Le dernier alinéa de ce grand 1 de cet article, c'est que la chaussée et les ouvrages d'art, les ponts notamment, doivent pouvoir supporter, avec un entretien normal, les efforts dus aux véhicules et matériels de traction couramment utilisés dans la commune. Or, qu'est-ce qui se passe dans toutes les communes de France, métropolitaines mais également ultramarines? C'est que les tracteurs des années 60 n'ont pas du tout la largeur, le poids, l'encombrement de ceux d'aujourd'hui, qui sont des monstres, justifiés en termes agricoles bien sûr, mais qui n'ont pas du tout la même pression sur la voirie, n'exigent pas les mêmes largeurs de voirie, les mêmes stabilisations de ces voiries. Donc, ça veut dire que si vous commencez à dire que bah non, la voirie, je ne vais pas l'élargir, je ne vais pas la renforcer, vous aurez pour vous les jurisprudences que nous verrons tout à l'heure sur le fait que le juge n'est pas si exigeant que ça en termes d'entretien de la voirie ou même d'aménagement, mais vous aurez contre vous cette formulation-là qui va dans le sens de la commune doit faire évoluer sa voirie en fonction de l'évolution des engins, notamment des engins agricoles. Et alors là, vu l'évolution technique en la matière, bon courage. Le bon côté de cette formulation, c'est que si j'ai un usage normal de la voirie avec un usage par des engins agricoles, parce que c'est des engins agricoles, donc il y a de la boue, j'ai glissé, j'ai des trous, j'ai des fossés. Oui, mais c'est normal quand j'ai ce genre d'engins agricoles, c'est des chemins ruraux, ils sont faits pour ce genre d'usage. Donc, si je viens avec mes petits véhicules particuliers ou si je me tords la cheville parce que y avait un nid de poule, j'aurais ici un argument pour dire non, l'entretien normal de quelque chose sur lequel passent en permanence des tracteurs qui ont tant de tonnes et telle largeur, c'est évidemment pas le même type de chaussée que quand je suis sur une autoroute. Le juge va plutôt, nous le verrons tout à l'heure, dans ce sens-là. Venons-en maintenant à la largeur de ce chemin rural. Vous avez une justification pour faire une largeur de votre chemin rural naturelle, implicite, tant que vous n'êtes pas sur plus que 4 mètres de chaussée et plus de 7 mètres de plateforme. C'est-à-dire que si on vous dit ce ne sont pas des standards moyens, ce sont des standards maxima, c'est-à-dire que si je décide que ma chaussée elle fait 3 mètres, c'est bien. Si je décide que c'est 4 mètres, j'ai pas à m'en justifier. Si je dépasse ça, j'ai à m'en justifier, je fais une délibération motivée à cet effet, c'est tout. Voilà. Et j'ai aussi une obligation de surlargeur à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre des croisements. Et évidemment, on doit avoir une voirie le plus rectiligne possible, etc. Mais le juge n'est pas très exigeant là-dessus. Un élément important, les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plateforme. Ça veut dire qu'en termes de responsabilité, si j'ai des coulées de boue, des pierres qui dévalent, etc., et que ça entraîne des problèmes d'inondation ou d'accident ou autre, si je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour faire de l'évacuation de ces eaux pluviales, je peux me retrouver avec une responsabilité spécifique qui contraste avec la relative souplesse du juge sur ces questions de responsabilité que j'évoquerai tout à l'heure. Et puis, sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, je dois avoir un tirant d'air d'au moins 4,30 m sur la largeur de la chaussée. C'est pas 4,30 m de haut, c'est 4,30 m de largeur. Mais j'ai évidemment pour le reste un renvoi au même droit que les voies communales. Ces normes sont à connaître et je me retrouve très souvent avec des communes qui
les utilisent pour justifier, notamment quand leurs élargissements ou redressements de chemins communaux, ce qu'il est possible de faire après enquête publique. Voici les références. Alors si on me dit, mais je comprends pas, parce qu'on me parle toujours de la règle des 2 mètres, et là vous m'avez pas de 4 mètres. 4 mètres c'est au maximum, chaussée, 7 mètres pour la stabilisation, les parties stabilisées, c'est des maxima, je peux faire plus, mais il faut que je le justifie. Bon, sauf pour les phases de dépassement qu'on évoquait tout à l'heure. En revanche, la règle des 2 mètres, c'est autre chose, c'est si mon chemin fait moins de 2 mètres, et que je ne suis pas propriétaire au-delà, parce que si je passe mon chemin de 2 mètres à 3 mètres, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Mais enfin, ça entraîne une rectification du tracé, j'ai la procédure que j'ai évoquée juste avant. Par contre, si j'ai un chemin qui fait 1 mètre, il sert que de manière piétonnière, et que je veux le passer à 2 mètres, eh bien je peux le passer à 2 mètres sans m'embêter à faire une expro, si je suis pas chez moi. Et en plus avec la souplesse, ça peut être, je passe de 1 mètre à 2 mètres en prenant 50 cm de chaque côté, ou je calcule mes 2 mètres d'un côté ou de l'autre, comme je veux. Au-delà, évidemment, expropriation. Par contre, quand je veux le faire, j'ai quand même, évidemment, des procédures d'indemnisation qui peuvent être dues. Et évidemment, comme toujours, quand j'ai des problèmes sur ma propriété, des problèmes d'accord amiable, bornage, question possessoire, petitoire, on l'a évoqué, classement voie communale, et puis il y a un truc aussi parfois, c'est que quelqu'un va clore le chemin rural. Si je fais une clôture de mon chemin rural et que moi, maire, agacé, je prends mes pinces et j'enlève la clôture, j'enlève le fil de fer barbelé ou autre, bah on a le plaisir de s'être défoulé par une très male action, mais on se retrouve avec un problème, c'est que le juge va dire, attends, que tu sois chez toi ou pas, tu t'es fait justice toi-même, c'est un bris de clôture, voilà. Donc l'astuce consiste à dire, sous réserve que ça soit vrai sur le terrain, à dire, mais attendez, vous avez mis du fil de fer barbelé qui fait que quelqu'un qui vient à vélo sur un chemin rural identifié comme tel, y compris sur les GPS, Fantoir, etc., va se retrouver à avoir un risque d'avoir votre clôture, votre fil de fer barbelé ou autre, en pleine poire à cause d'un accident. Donc que vais-je faire? Eh bien, on va à ce moment-là prendre un arrêté de police pour dire, mais libérer tout de suite dans les 8 jours la liberté d'aller sur ce chemin parce que c'est extrêmement dangereux. On met un petit panneau, pas besoin d'acheter un panneau en fer, un petit panneau en bois avec un truc en pin, attention, danger, chemin provisoirement fermé, avec une barrière ou que sais-je encore. Et puis, petit contractoire, droit à la défense, et puis je pourrais procéder d'office par un autre arrêté à l'enlèvement de cette barrière. Et là, dans ces cas-là, en général ça marche, et je vous ai mis un peu après une jurisprudence qui l'a admis. Venons-en maintenant aux questions d'entretien. Est-ce que je dois l'entretenir, mon chemin rural? Si je prends les règles du code rural de la pêche maritime qu'on a vu tout à l'heure, oui. Mais quand je regarde un peu plus dans les détails, et notamment la jurisprudence, les choses sont plus subtiles. Elles sont plus subtiles d'abord parce que j'ai d'autres articles qui imposent aux propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds de contribuer aux travaux nécessaires à leur entretien. Et je dois combiner ceci d'ailleurs avec l'obligation d'élagage par les riverains, ou que vous pouvez faire vous-même, après mise en demeure et aux frais des riverains. Il y a des règles particulières également sur les eaux, les canalisations, les voici. Dans certains cas, le maire, au titre de ses pouvoirs de police, pourra, même sur les chemins ruraux, faire enlever, par exemple, des arrachages de haies ou autres, au titre d'une servitude de visibilité, sous réserve de le justifier par une dangerosité particulière en termes de vue et de circulation, bien sûr. Utiliser une servitude de visibilité pour en faire enlever des haies ou des arbres alors qu'on est sur un sentier purement piétonnier, ça va pas marcher, bien sûr. J'ai aussi des règles particulières en matière de débroussaillage, dont voici un très schématique résumé, et quelques règles aussi en matière de desserte forestière pour la lutte contre l'incendie. Une fois qu'on a combiné tout ceci, on va retenir une idée simple. Le juge a tendance à ne sanctionner les communes que quand il y a des dommages vraiment spécifiques. Et on n'est pas exactement dans les mêmes raisonnements que celles du dommage anormal et spécial que l'on a en domaine public. En général, le juge va dire il n'y a pas vraiment d'obligation d'entretien sur ces chemins. Regardez d'ailleurs la CA de Marseille ici qui est très intéressante à ce propos. Mais en revanche, si par exemple vous faites de l'élagage 2 fois par an de votre chemin rural, et que des gens s'y promènent, par exemple à moto, à vélo ou à cheval, et qu'ils se prennent tout d'un coup des branches, eh bien ils pourront dire, mais attendez, ce chemin étant régulièrement élagué, je ne m'attendais pas à avoir une branche. Et c'est là qu'ils pourront fonder une démarche indemnitaire contre la commune.
Si un chemin rural est en réalité goudronné ou parfaitement bien empierré et stabilisé, et que quelqu'un du coup s'y promène avec des chaussures qui ne sont pas bonnes et se retourne la cheville, il pourra dans certains cas demander indemnisation en disant attendez, le chemin est tellement bien entretenu que là ils ont laissé des nids de poules se faire, je m'y attendais pas. Ce qui veut dire que si vous voulez baisser vos charges d'entretien pour tel et tel chemin, il faut que vous le fassiez graduellement, et si possible avec des petits panneaux d'information haute pour avoir des lignes de défense ensuite. Évidemment, si nous glissons vers les questions de responsabilité, il faut comme toujours appliquer la grille de la loi Fauchon, voir nos vidéos à ce propos. Je peux avoir aussi des règles à connaître en matière d'entretien sur l'entretien par des personnes privées, qui en général du coup sera parfois même un marché public déguisé, mais pas forcément. Si le privé au bout me dit écoutez, moi je fais moi-même un peu de l'entretien du chemin, que vous l'autorisez et que vous le payez pas pour ça, c'est pas un marché déguisé, c'est une pratique qui est totalement légale, il faut être une petite convention pour l'autoriser à le faire et c'est tout, avec un petit volet assurantiel. Ça peut être aussi parfois un entretien par une association foncière, y compris de remembrement, quelques associations syndicales, il y a des cas. Voici quelques références. Et une question écrite à ce propos également. Donc, sur le chemin rural, sinon, le principe est donc bien celui de la prise en compte de la baisse éventuelle d'entretien, mais il peut y avoir quelques cas d'indemnisation pour des dommages dits permanents, mais qui sont un cas assez rare, avec en général une compétence du juge judiciaire sur ces questions-là. En revanche, le juge administratif sera compétent pour plein d'autres choses, vos délibérations, vos arrêtés de police, les droits de préemption des riverains, etc. On a parlé de l'entretien, évidemment, tout ceci coûte cher. 3 régimes existent pour financer l'entretien des chemins ruraux, en plus de votre financement sur le budget communal classique. D'une part, certains, pas si nombreux que ça, ont institué la taxe prévue par l'article L161.7 du Code rural, qui doit donner lieu à une délibération, chemin par chemin, ou en tout cas un article, un item, chemin par chemin, pour financer ceux qui vont être les bénéficiaires des travaux ou de l'entretien de ce chemin, d'accord, pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds. Alors on me dit, mais c'est très bien ça, pourquoi on ne le crée pas tous ? Parce que on n'a pas envie de mettre le feu au village et on a parfois envie d'être réélu, mais aussi parce qu'il y a un doute sur l'application de ce régime quand en réalité j'ai un chemin rural traversant et qui du coup n'est pas utilisé que par ces personnes-là. Voilà. Autre régime, j'ai des contributions spéciales comme en voie communale mais avec un régime un peu différent, quand j'ai des gens qui vont utiliser spécifiquement la voirie, donc c'est la contribution spéciale de l'article 161.8, au point de l'abîmer spécifiquement. Problème, je peux pas faire ça pour l'ensemble des exploitants agricoles qui ont des gros tracteurs et qui me défoncent mon chemin rural, même si quand je regarde mon budget j'en aurais envie. Encore une fois pour les mêmes raisons, d'abord parce que c'est compliqué, politiquement, humainement. Deuxièmement parce que je suis quand même censé faire des voiries qui suivent l'évolution des techniques agricoles, on l'a vu tout à l'heure, même si c'est pas tout à fait dit comme ça dans le code. Donc ne le faire que dans des cas particuliers et en respectant bien évidemment une certaine égalité de traitement. Et puis j'ai un dernier régime, c'est l'offre de concours. Alors l'offre de concours, c'est le bénéficiaire de travaux publics peut les cofinancer sous certaines conditions. Voici les 6 conditions qu'il importe de réunir. Attention, si vous dites « Oh non, je ne vais pas faire votre réfection de chemin rural, sauf si vous financez la commune pour un tiers ou la moitié des dépenses », si vous faites ça, ça pourrait dans certains cas glisser vers un chantage sanctionnable. Si vous dites « Je vais regarder si financièrement la commune a les moyens de faire ça », on va regarder si on a des subventions, on va regarder si on a des offres de concours, à ne pas confondre avec les fonds de concours entre communes interco. Si on a des offres de concours, car vous savez que vous pouvez verser des offres de concours à ce propos, etc. Et quand j'aurai regardé mon bouclage financier, je verrai si je le fais ou pas. C'est la même chose, mais c'est la même chose version légale. Est-ce que je peux le financer par ma taxe de trottoir ? Bah non. Est-ce que je peux le financer par la taxe de pavage ? Bah non, ça n'existe plus depuis bientôt 10 ans. Est-ce que je peux recourir aux offres de concours ? On l'a vu tout à l'heure. Oui. Donc on a des régimes qui ont leur part de complexité, avec y compris des particularités sur la réalisation d'équipements exceptionnels de voirie que voici. Et donc, souvent on disait « Ah oui, mais alors, les financements croisés de voirie posent des problèmes de FCTVA, plus tant que ça depuis une loi du 13 août 2004. L'intercommunalisation des chemins ruraux va se faire comme pour les voies communales, d'ailleurs par délibération d'intérêt communautaire, pour hors métropole et communauté urbaine, mais là aussi il est possible que le droit change. Et en général, tronçon par tronçon, oui, mais voici une arrêt de CA de Nancy qui nous dit que ça peut être même plus subtil que tronçon par tronçon.
Sur mes chemins ruraux, j'aurai mes pouvoirs de police. Voilà, comme toujours les pouvoirs de police, c'est-à-dire que le maire ou ses adjoints par délégation auront la compétence pour prendre des actes essentiellement prudentiels en matière de sécurité, salubrité, tranquillité publique, ordre public, et qui devraient être dosés géographiquement, temporellement et surtout dans la dureté de la mesure au regard du risque qu'il s'agit d'éviter. Le grand classique, le grand débat, c'est évidemment la question des motos vertes, quad, etc. Je vais vous présenter tout à l'heure un arrêt qui permet des censures assez larges au titre des arrêtés de police sur tout ce qui est usage par ce genre de véhicule. Je vous propose un mode d'emploi plus modéré et donc plus défendable juridiquement. Prenez les sentiers qui sont des sentiers réellement de randonnée, identifiés comme tels ou à usage régulier, ou pour lesquels il peut y avoir des trajets réguliers d'enfants. Et là, vous allez dire par exemple que le mercredi, samedi, dimanche, eh bien, il y a interdiction des motos vertes, des quads, etc. sur ces trajets-là. Mais pensez bien à réserver les cas où il y a un usage professionnel. On pense à l'usage agricole, mais on ne sait jamais, ça peut être d'autres professions. Pensez, je sais pas moi, un vétérinaire avec une clientèle agricole par exemple. Donc prenez bien usage professionnel et là vous dites voilà, sauf usage professionnel, et dans ce cas-là vous dites mais en cas d'usage professionnel ça sera limité à je sais pas 10 à l'heure, 20 à l'heure, ça dépend évidemment. Si on est dans les Alpes ou dans la Beauce, les paramètres de circulation de visibilité ne sont pas les mêmes. Et pensez aussi à d'autres dérogations pour les personnes à mobilité réduite, pour les questions par exemple de chasse en période de chasse, mais tout en prévoyant des règles prudentielles. Sur la chasse, il y a un peu moins d'usage, on peut marcher aussi, un peu moins d'obligations. Et en calibrant tout ceci, quitte à faire parfois des pistes labellisées pour sport mécanique qu'on met dans un coin de l'autre côté de la colline, là, dans une vallée où du coup le bruit on l'entend pas dans le village ou dans le bourg, on peut se retrouver avec des choses quand même parfois du coup qui deviennent habiles sous réserve de penser à labelliser, informer, un petit panneau, etc. Bien sûr. Mais voici quand même la jurisprudence tolérante de la CEA de Versailles. Si vous avez des litiges, un débat avec la préfecture ou tel habitant, vous serez bien content de brandir cette jurisprudence. Mais encore une fois, soyez un peu en deçà quand même. Il y a aussi beaucoup de problématiques sur les chemins ruraux à cause des droits et servitudes des riverains. Je vous ai mis ici un tout petit résumé et des servitudes pesant sur le chemin lui-même, des broussailles, des FCI, etc. Voici quelques éléments. Sur la coordination des travaux de voirie, on se retrouve avec des règles qui sont proches de celles donc qui sont celles en réalité des voies communales, mais on n'a pas du tout les mêmes occupants souvières et pas les mêmes procédures. Mais retenez qu'on a la même règle qu'il faut connaître. C'est que si je déplace ma voirie, il faut bien que je pense à justifier que c'est dans l'intérêt de la voirie pour que les éventuels occupants souvières aient à déplacer leur canalisation à leurs frais et non pas aux frais de la commune. Important à savoir aussi, la CA de Nantes a admis récemment qu'on puisse s'être un peu emmêlé les pinceaux dans sa procédure d'aliénation, de vente donc de ce chemin rural, mais que je puisse avoir un différé d'annulation, voire même pas d'annulation, le temps de régulariser ma procédure. C'est des choses qui sont assez habituelles dans certaines procédures, comme les autorisations environnementales, mais l'application en chemin rural est aussi récente que intéressante. Là, l'arrêt maintenant que voici, c'est sur justement l'enlèvement en urgence des obstacles sur un chemin rural que j'évoquais tout à l'heure. Et puis finissons avec les questions d'actualité. Au jour où j'enregistre cette vidéo, le Sénat est en train de débattre du projet de loi 4D ou 3DS, son nom fluctue, qui prévoit à l'initiative du Sénat 3 choses en matière de chemins ruraux. La première chose, c'est que le conseil municipal pourrait décider un recensement de ces chemins ruraux, ce qui est en général utile, qui permettrait du coup de faire sortir de la catégorie des chemins ruraux ceux que j'aurais pas recensés, et du jour où je commence mon recensement, ça vaut interruption de la prescription acquisitive de 30 ans. C'est pas forcément idiot. Autre régime, je l'évoquais tout à l'heure, la possibilité peut-être sous certaines conditions de faire des échanges de parcelles comme voici. Et dernier élément, si j'ai fait mon recensement, eh bien la révision du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée serait en aval en fait, de ce recensement, ce qui est intéressant aussi. Est-ce que ces réformes vont passer dans la loi définitive? À suivre, il est trop tôt dans le débat parlementaire pour en avoir une idée tout à fait certaine. C'est plutôt probable, attendons de voir. Je ne veux pas finir cette formation sans vous présenter 3 sources que je vous recommande.
Donc 3 ouvrages. Alors spécial copinage, évidemment, je vous présente en premier celui de Muriel Trémer qui est au milieu, mais qui est réellement excellent. Mais celui de Daniel Roucou, c'est très bien aussi. Et puis pour les juristes chevronnés, à noter que le juriste classeur rural est assez complet et à jour de 2021 sur les fascicules concernés. Évidemment, on est sur une toute approche, beaucoup moins opérationnelle et pragmatique, mais avec beaucoup plus de détails juridiques. C'est complémentaire que d'avoir soit celui de M. Roucou, soit celui de Muriel Trémer, à compléter donc avec, d'abord avec la présente vidéo et aussi avec donc le fascicule juriste classeur rural qui est vraiment bien fait. Voilà, merci. C'était une vidéo longue, mais les chemins ruraux suscitent tellement de difficultés que je pensais que vous voudriez avoir une sorte de formation accélérée à ce propos, et c'est pour ça aussi que j'ai bâti cette vidéo sur un mode qui ressemble plus à celui d'une formation qu'à nos vidéos habituelles. Sujet qui est passionnant, ne sous-estimez pas la complexité de ce sujet, même pour vos notaires, vos avocats préférés, etc. Parce qu'il y a du droit public, il y a du droit privé, donc ce sont des choses difficiles à manier, et très souvent sur ce genre de chemins ruraux, on part en ayant 2-3 pièces, le cadastre, un arrêté ici, une délib par là, un acte notarié. Et quand on arrive, je sais pas, 6 mois, 1 an après, on se retrouve avec plein de nouvelles pièces qui changent la donne sur le regard qu'on aura, y compris juridiquement sur ce dossier. Donc à manier avec prudence et précaution. Les prochaines vidéos seront plus courtes. À bientôt donc pour celle-ci. Merci, pensez à vous abonner. Au revoir.